Veuillez vous asseoir. Mesdames et messieurs, le communiqué qui a été lu sur certaines chaînes de radio et télévision vous invite à venir, ou plutôt entendre le procureur général après la Cour de cassation faire une communication. La dame, madame la responsable de ma presse, vient de vous signifier qu'il ne s'agit pas d'un point de presse. C'est une communication que nous faisons à l'intention de l'opinion tant nationale qu'internationale. Je suis le procureur général près la Cour de cassation, ministère public civil au sommet. Je suis le maître de l'action publique avec compétence territoriale, donc sur l'ensemble de la République. Le ministère public étant un et indivisible, tout ce qui intéresse le parquet m'intéresse également. Je m'assume lorsque, par le fait des magistrats de rang inférieur, quelque chose ne va pas. Autant que je donne mes instructions à toute la chaîne, autant que ceux qui sont rattachés à toute la chaîne doivent se conformer à ce que j'ai dit. Le ministère public, c'est comme un arbre. Je suis au sommet, il y a des branches qui sont les parquets inférieurs. C'est comme qui dirait, on est sous les drapeaux dans cette matière. La magistrature dans notre pays, peu de gens ne savent pas comment elle fonctionne. Nous avons un organe qu'on appelle le Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organe régulateur qui s'occupe de la gestion au quotidien des magistrats. Mais il y a des embranchements spécifiques au sein de cet organe, le Conseil supérieur de la magistrature, qui veut qu'il y ait 3 ordres juridictionnels. L'ordre juridictionnel judiciaire auquel moi j'appartiens, il y a l'ordre administratif avec le Conseil d'État et il y a l'ordre constitutionnel avec la Cour constitutionnelle. Croyez ici que je vais parler juste de ce qui intéresse les parquets civils. Mesdames et messieurs, il y a quelque temps, nous étions dans cette salle. Nous vous parlions de l'affaire de la mort de Chéribin Okende, ancien ministre des Transports et Communications, ancien député national. Il vous souviendra que nous avions tenu à vous donner l'information compte tenu de l'impact sur le plan national et international, compte tenu de tout ce qui s'est raconté et compte tenu aussi de cette mort qui était inattendue. Et je le présume pour vous tous ici aussi, à l'endroit de laquelle nous avions eu beaucoup de désolation. Parce que pour tout le monde, c'était de l'inattendu. Nous avions voulu donner au départ les pistes que les enquêtes et les enquêteurs suivaient pour permettre à déboucher à une conclusion qui puisse être non seulement objective, mais incontestable. Donc, une conclusion sujette à ne pas donner droit à des colportages. Au jour d'aujourd'hui, ce jour, je me permets de venir devant vous parce que j'estime avoir les éléments nécessaires, après tout le temps qu'a duré l'enquête, j'espère avoir les éléments nécessaires pour vous donner la conclusion en ce qui concernait donc, qui a entouré la gestion de décès de feu Chéribin Okende. La mort de sieur Chéribin Okende, comme je l'ai dit, ancien député national et ministre des Transports, remonte au 13 juillet 2023. Elle a dû provoquer un tollé, comme je l'ai dit, de commentaires dans le sens divers.
C'est ici pour moi l'occasion de vous redire qu'à l'époque, j'avais mis en garde tous ceux qui étaient en train de dire ce qu'ils voulaient dans les sens les plus divers. J'avais même invité tout celui qui détiendrait la meilleure information par rapport à la vérité que nous tous cherchions à pouvoir nous saisir. Qui plus est, il y en a qui n'ont pas entendu ma parole, ma recommandation, parce que j'avais mis en garde que quand on fait de faux bruits, publiquement ou sur les réseaux, ça s'appelle la propagation de faux bruits. Et ce sont des faits infractionnels. J'imagine, et vous le savez, il y en a qui en font les frais jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont voulu dénaturer ou donner une information gratuite qui ne pouvait aider en rien l'avancement des enquêtes. Alors aujourd'hui, nous devons mettre un terme à ce genre de spéculation. Voilà pourquoi je vais me permettre d'aller droit au but en vous disant au départ que pour préserver à ce que la conclusion soit univoque, soit objective, nous avions voulu associer, tel était le vœu de l'ensemble, des experts venus de tous bords, non seulement nationaux, mais internationaux. À ce sujet, nous avons eu le concours du gouvernement de la République qui nous a aidés à faire venir des experts extérieurs qui sont arrivés de la Belgique et de l'Afrique du Sud. Localement, nous avons eu le concours de nos experts traditionnels, parce que nous en avons. Nous avons eu aussi recours à l'accompagnement de la MONUSCO et du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Voilà les équipes qui ont travaillé et il leur a été donné comme consigne de travailler non pas collégialement, mais en équipe. Autant dire qu'il y a eu autant de rapports. Et je vais vous dire que tous ces rapports émanant soit des experts nationaux ou experts internationaux ont convergé vers une même conclusion. Contrairement à toutes les divagations, toutes les hérésies qui ont été édictées, nous avons aujourd'hui non pas, ou plutôt la tâche de vous donner l'information objective. Je dis bien, elle émane de différentes équipes d'experts, tant nationaux qu'internationaux. Alors, dans le cadre des faux bruits, nous avons tous eu à le lire par le passé. Au retour de l'expert, c'était une dame belge, nous avons lu sur les réseaux qu'elle aurait fait des déclarations. La pauvre, parce qu'elle n'en avait jamais fait. Et ici, ça marchait bien sur les toiles, les mauvaises informations. Il y a une année, j'avais traité de la liberté d'expression dans un état de droit. Nous avions énuméré un certain nombre d'infractions et nous avons même milité pour que les législateurs puissent réprimer davantage et sévèrement ce genre d'infractions, puisque la propagation des faux bruits peut amener à la révolte des habitants contre les institutions établies. Et là, c'est un risque énorme. Au jour d'aujourd'hui, je le répète, je suis rassuré parce qu'au terme de toutes ces enquêtes, nous avons les conclusions en ce qui concerne la mort de Sieur Chérubin Okende. Il y a eu le recours aux experts et les expertises consistaient en la balistique, dans les télécommunications, dans l'autopsie avec les médecins légistes, ainsi que à la toxicologie. De toutes ces expertises qui ont atterri sur notre table, nous avions le rapport concluant suivant. Feu Chérubin Okende s'est auto-infligé. En d'autres termes, Sieur Feu Chérubin Okende s'est suicidé.
J'ai à ma gauche, devant moi, les procureurs de la République qui coordonnaient toutes les enquêtes que je suivais de très près, sous ma seule surveillance et direction, qui vous donnera les détails techniques que je vous demanderai de bien suivre pour que vous puissiez vous faire une opinion. J'imagine qu'ici, il n'y a pas que les dames et messieurs de la presse. Je ne m'adressais pas à la presse aujourd'hui, je m'adressais à l'opinion tant nationale qu'internationale, puisque cette affaire a connu la participation aussi des missions extérieures. Les détails par rapport à la conclusion que je viens de vous donner vont vous être donc donnés par monsieur le procureur de la République, que j'avais chargé pour ce faire. Et vous pouvez peut-être vous donner la question, vous poser la question, pourquoi nous avons attendu si longtemps? Il n'y a pas eu question d'attendre si longtemps. Nous avons mené des enquêtes de manière méthodique. Nous ne pouvions pas conclure aussi longtemps que toutes les expertises ne s'étaient pas encore exprimées. Cela veut dire quoi? Que nous attendions les rapports des uns et des autres. Les Sud-Africains étaient les premiers à nous déposer leur rapport et ils ont été ici en 3 équipes. La dernière équipe qui a séjourné ici nous a déposé son rapport début décembre. Et c'est alors que j'avais instruit le procureur de la République de pouvoir procéder à la remise du corps à sa famille, étant donné que nous n'étions plus, ou plutôt nous n'avions plus besoin du corps pour pouvoir évoluer dans cette instruction-là. Alors, j'ai posé une question, pourquoi est-ce que ça a pris un peu de temps? Nous sommes allés plus loin dans nos investigations. Nous voulions aller plus loin et nous sommes en train d'aller plus loin. Et là, c'est le deuxième volet. Au-delà de cette conclusion de suicide, nous nous sommes intéressés à savoir quelles pouvaient être les causes qui ont poussé Sieur Chérubin Okende à pouvoir se donner la mort. Vous serez peut-être surpris de l'apprendre ici, mais au sein de sa famille, nous avons eu, et au sein de tous ceux qui pouvaient être à ces jours comme des présumés auteurs, toutes les interventions, toutes les enquêtes ont abouti à ce que nous puissions à ce jour dire qu'il y a eu des causes profondes. Et voilà la deuxième phase de l'enquête que nous allons chercher à découvrir. Je vous annonce seulement que, au-delà de cette mort, après que nous ayons eu la conclusion, nous avons ordonné d'autres devoirs consistant notamment à la perquisition du bureau privé du défunt. Il y a été saisi un agenda, son agenda propre, la perquisition opérée devant la veuve, en sa présence, qui a confirmé, dans ce que nous avons trouvé, que 3 jours avant sa mort, Sieur Chérubin Okende avait écrit, je cite, « Je suis au bout du rouleau ». Son épouse, et c'est ça les enquêtes qui sont en train d'être menées, le PROREP vous dira davantage, n'a pas caché que peu avant sa mort, les découillous étaient très tendus, il était préoccupé et c'était aussi le témoignage de tous ceux qui avaient été entendus, qui l'avaient approché, notamment son chauffeur, ainsi que celui qui pouvait encore être en prison aujourd'hui, monsieur son garde-corps. Donc, nous allons poursuivre les enquêtes, non pas pour connaître qui a été à la base, ou plutôt qui est l'assassin, comme l'auraient dit les gens, qui est le meurtrier, ou comment est mort Chérubin Okende. Là, c'est un volet tourné. Mais nous voulons savoir, pendant ces temps qu'on dit qu'il était préoccupé, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Nous avons des pistes que je ne peux pas vous donner pour le moment, mais nous avons des actes de procédure qui ont été lancés et des personnes sont présentement fugitives,
que nous recherchons parce que nous voulons connaître, avec les informations déjà en notre possession, qu'est-ce qui a été le rôle déterminant de ces personnes poursuivies en séjour pour que les découvertes en arrivent à l'acte qui a été décrié par tout le monde, enfin, à cette mort tragique. Et les conclusions futures pourront nous donner, selon que nous serons en mesure d'évoluer avec la technicité qui nous est propre, de pouvoir atterrir de la meilleure manière. Je ne vais pas vous prendre encore beaucoup de temps. Je crois que avec ce que je vous dis là, ce que je viens de vous dire, la conclusion, chacun va pouvoir juger avec les détails que va vous donner Monsieur le procureur de la République, qui au quotidien a fait le travail sous ma supervision, ma direction. J'espère que vous n'aurez pas à tordre ce que je viens de dire, à déplacer les mots, à les tourner, à les retourner pour tâcher de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Voilà, Monsieur le procureur de la République, vous pouvez replacer vos micros, hein, parce que maintenant c'est lui qui va parler, pour qu'il vous donne les meilleurs détails par rapport... Général, comme vous l'avez rappelé, c'est en date du 13 juillet 2023 que le corps sans vie de M. Okende a été trouvé dans son véhicule de marque Lexus Super Sport LX de couleur verte, immatriculé 89 53 AF 19. Le véhicule avait été trouvé sur l'avenue des Poids Lourds dans la commune de la Gombe, devant le portail du garage de Kinshasa. Sur instruction de M. le procureur général près la Cour de cassation, après qu'il ait reçu les rapports, notre rapport, un magistrat avait été dépêché sur place avec un groupe d'experts. Les premiers experts qui sont arrivés sur le terrain, c'était ceux de la police technique. Et ils ont trouvé que le véhicule était portière fermée, vitres teintées, la clé de contact se trouvait à l'intérieur du véhicule, moteur et climatisation en marche. Et il a également constaté que la protection anti-pluie de la portière avant gauche avait un petit trou. C'est ainsi que pour y accéder, nous avions autorisé à l'expert de pouvoir casser comment est-ce qu'on appelle ça, le dispositif arrière, du quoi, de la portière arrière droite. De la vitre. Oui, de la vitre, oui. Une petite vitre. Oui, oui. La petite vitre là. De la portière arrière. Oui, pour y accéder. Et c'est à partir de ces trous qu'on a pu avoir accès. La première constatation, puisque nous sommes partis des éléments visuels, on a trouvé sur place un corps sans vie, assis à la chaise du conducteur, la clé de contact s'y trouvait, une arme GP Jericho, numéro CDPN 333901, avec chargeur et balle dans la chambre, une aiguille, deux téléphones de marque Samsung Fold 3 et un tactophone, ainsi que la veste avec des éclaboussures de sang. Et la police a procédé à des prélèvements et à une perquisition approfondie du véhicule. Et des photos ont été prises selon l'art, puisque ce sont des enquêteurs des scènes des crimes. Il y a lieu de pouvoir signaler que
la police chargée de la communication y était également associée. Comme vous le savez, il s'agit là d'un événement macabre. Il était question donc que nous puissions réunir tous les experts, puisqu'on avait besoin de tous les experts, comme le chef l'a rappelé tantôt. Nous avons requis tous ces experts de bureau conjoint sur demande de la famille, puisque rien n'avait été fait jusque-là. On avait préféré à ce que l'expertise se fasse de façon contradictoire avec toutes les équipes. C'est ainsi que, pour ne pas prendre trop de temps, expliquer en fait les conclusions des différentes équipes. Il y a d'abord l'équipe de la direction des télécommunications et nouvelles technologies, qui était également appuyée de certains éléments du bureau conjoint des Nations Unies. Cette direction, ces experts avaient pour mission d'essayer, par la géolocalisation des appareils trouvés sur terrain, de reconstituer les parcours possibles du député Chéribin Okende jusqu'à l'endroit où son véhicule avait été trouvé. La deuxième équipe devait, par des analyses de la scène du crime et également la morpho-analyse des traces de sang, nous indiquer, nous donner des éléments au regard de ce qui a été trouvé dans le véhicule. Et il était également chargé de l'examen balistique, puisque un véhicule a été trouvé, une arme avait été trouvée, ainsi que des douilles, laissant penser que cette arme-là avait été utilisée dans les véhicules. Et la troisième équipe, c'était une équipe composée de médecins. Comme je l'ai dit tantôt, chaque équipe était mixte, des nationaux ainsi que des internationaux, des experts internationaux. Et au niveau de la troisième équipe, nous avions deux médecins légistes de l'hôpital général de référence de Kinshasa, deux médecins légistes du bureau conjoint des Nations Unies et également deux médecins sud-africains. Donc pour dire que l'équipe sud-africaine, étant donné que c'était une équipe costaud, par rapport à la spécialité de chacun, était également dans les différents groupes. Alors les derniers groupes devaient procéder à l'autopsie et aussi à l'examen toxicologique du corps du défunt. Pour ce qui est de la première équipe, les conclusions révèlent que contrairement à ce qui s'est raconté, et même en contradiction avec la déposition du garde-corps, M. Chéribin Okende, par ses téléphones, ne pouvait se trouver devant la Cour constitutionnelle vers 16 h, puisque les retraçages par rapport aux antennes ayant pris en charge son appareil téléphonique renseignaient que vers 16 h, il se trouvait plutôt du côté de l'avenue Senoué, du boulevard Senoué. Et par conséquent, il ne pouvait pas se retrouver à la Cour constitutionnelle vers 16 h. Des deux, les enregistrements, puisque les différents enregistrements, on a mis à contribution non seulement les sociétés de télécommunications par rapport au traçage et aux antennes ayant pris en charge les différentes communications de M. Okende, mais également les vidéos surveillance des environs de la Cour suprême de justice et également du trajet supposé avoir été emprunté par M. Okende. Ce qui nous a fait plus ou moins un téra d'images qu'il fallait exploiter. Et ces images renseignent que à 16 h, visionnage fait, M. Okende ne pouvait se trouver à la Cour constitutionnelle vers 16 h.
Et également, nous avons pu retracer le mouvement de M. Okende de 16 h. De 16 h jusqu'à 17 h. Il s'est trouvé aux alentours, comme je l'ai dit, de Boulevard Sendoué. Ce n'est que vers 22 h que les antennes de télécommunications vont les reprendre encore en charge, cette fois-là, vers Ndolo. Et vers 1 h, 2 h du matin au niveau de l'INA et 3 h du matin vers la gare centrale où la Jeep a été trouvée. Donc, précision détail, même l'appel aux témoins lancé par M. le procureur général près la Cour de cassation n'a rien donné. Et les différentes descentes par nous effectuées à la Cour constitutionnelle pour pouvoir avoir des informations sur sa présence, aucun témoignage n'a été fait dans ce sens. Avec l'autorisation de M. le procureur général, je voudrais particulièrement relever la communication faite quelques heures après le décès de Okende d'un monsieur qui prétendait se trouver dans les restaurants Royal. Et qu'à partir du restaurant Royal, il a entendu des bruits, il est sorti et il a vu des jeeps qui amenaient M. Okende. Là également, nous sommes descendus sur place. Devant les restaurants Les Royal, nous avons tenté de procéder à une reconstitution. C'est impossible. Partant de l'hôtel du restaurant Les Royal, pardon? La Villa Royale. Restaurant Villa Royale. Oui, oui, oui. Les restaurants Villa Royale, c'est impossible de pouvoir voir ce qui se passe dans le parking du parquet près la Cour constitutionnelle. C'est impossible, puisque entre l'entrée et ce parking, il y a 2 bâtiments. Donc c'était pratiquement impossible. Des deux, ça je peux simplement les relever, ou dans notre pays, tout le monde, par son appareil, est devenu preneur d'images. Il est quand même surprenant qu'un tel événement se produise entre 15 h, 16 h, 17 h devant la Cour suprême de justice et qu'on ait Cour constitutionnelle, pardon, et qu'on n'ait pas d'image. Donc nous avons procédé à plus de 3-4 reconstitutions et personne n'a témoigné dans ce sens et on n'a pu avoir aucune information dans ce sens. Donc sur ce plan, Monsieur le procureur général, près la Cour de cassation, la commission a été catégorique. Monsieur Okende n'avait été pris en charge ces jours-là que par à la Gombe, que par les antennes situées aux alentours de l'hôtel Rotana et l'ambassade du Côte d'Ivoire. Et là, c'était entre 10 h et 12 h. Pour ce qui est de la deuxième commission, qui était chargée des analyses et de la scène du crime, ainsi que la balistique, il est confirmé, et ils ont confirmé, que c'est cette arme-là qui a été utilisée. Et également, toujours partant de l'analyse de la scène de fait. Comme dit tantôt, les véhicules avaient été trouvés fermés. Toutes les portières fermées, moteur en marche, climatisation allumée. Ce qui a posé problème puisque on a constaté une humidité qui n'a pas permis de procéder au prélèvement des empreintes. On n'a trouvé que les empreintes au niveau des rétroviseurs et lesquelles empreintes étaient celles de M. Okende. Mais l'humidité a empêché à ce qu'on puisse procéder à d'autres prélèvements dans le véhicule. Cependant, les experts ont également relevé que la Jeep Lexus, contact à l'intérieur, moteur allumé, climatisation en marche, ne pouvait se fermer que de l'intérieur. De deux, il a été constaté également des éclaboussures de sang sur les sièges avant et ainsi que sur les sièges avant gauche, donc du siège du passager, et également au niveau du siège arrière qui était mouillé d'éclaboussures de sang.
On a également trouvé l'arme qui était utilisée. Donc l'arme qui, la suite c'est que c'est l'arme du garde du corps. Alors, partant de ces éléments, au regard de la blessure, puisqu'il a également constaté, puisque dans la scène du crime, on a été dans un premier temps amené également à étudier le corps, puisque les enquêteurs de scène étudient également le corps. Ce sont des éléments visuels, ce qui est différent de l'autopsie qui entre en profondeur. Donc ils ont retrouvé des éclaboussures partout, on a retrouvé la douille et on a retrouvé également l'arme. Non pas sur les sièges, mais juste à côté du corps de M. Okende. Alors, pour la commission des analyses de la scène et de la balistique, et d'ailleurs c'est la commission qui a déposé le premier rapport, il a conclu que les blessures, ou les blessures, il faut parler en termes de blessures, puisque les constats c'est que l'arme a été utilisée à bout touchant, c'est-à-dire sur la tempe du côté droit, et la balle est sortie du côté gauche et est sortie au niveau de l'anti-pluie de la portière arrière, la portière devant gauche, c'est-à-dire la portière du chauffeur. Et cette balle avait une ligne ascendante, oblique du bas vers le haut, c'est-à-dire de droite vers la gauche. Deuxième élément, c'est que l'arme utilisée, et c'était enrayé après la première sortie, après la première utilisation. Donc l'arme s'était enrayée, et la conclusion de la commission c'était qu'il est impossible, premier élément, qu'on puisse, disons, comment dirais-je, donc on ne peut pas, en utilisant l'arme, et que si quelqu'un était avec lui dans le véhicule, il est impossible qu'on puisse trouver des éclaboussures de sang dans le siège. La conclusion c'est que il était seul dans le véhicule. Puisque au niveau du siège chauffeur et passager, il y avait sa veste, il y avait deux appareils et le tout était imbibé de gouttes de sang. Et la morpho-analyse des traces de sang, qui est une spécialité également, a révélé que c'était des projections après l'impact de la balle au niveau de la tempe. Donc si quelqu'un était au niveau de ces sièges, on ne pouvait pas trouver du sang sur les sièges et également sur les habits et téléphones qui s'y trouvaient. De même, également au niveau du siège arrière, c'était également imbibé des gouttelettes de sang ici de cette projection du fait de l'impact des sang. Et les trajectoires également. La trajectoire également de la balle, du bas vers le haut, gauche vers droite, indiquait que la personne a utilisé contre elle-même l'arme. Or, s'il s'agit d'un passager ou d'une autre personne qui utilise l'arme, les trajectoires ne peuvent pas être obliques de bas vers le haut. C'est soit de façon horizontale ou de haut vers le bas, puisqu'il y a une pression. Or là, la tête était inclinée vers la droite, puisque la tendance c'est que on met l'arme sur la tempe et on penche la droite vers là où se trouve l'arme. Ce qui fait que la sortie ne peut être que de façon ascendante. Ce qui a fait que la commission, après ces éléments, ait conclu à ce que les défunts s'étaient auto-infligé ces blessures. Ce qui du reste a été également confirmé par l'autopsie. L'autopsie, qui a été précédée d'abord par un examen de scanner, a confirmé par la présence de poudre de balle à l'entrée de l'orifice de la plaie au niveau du côté droit, qu'effectivement que cela ne pouvait se faire que lorsque on tire à bout touchant.
À bout touchant, l'arme étant sur la tempe et que la balle part, les poudres demeurent, ça ne se disperse pas. Mais ça se demeure et on a trouvé une masse noirâtre tout autour de la plaie. Ce qui a confirmé, c'est que les experts en balistique avaient déjà dit dans leur premier rapport. Et la conclusion, c'est que M. Chéribin Okende est mort à la suite de l'hémorragie résultant de la blessure ou des blessures causées par l'arme par lui-même utilisée ces jours. Voilà la conclusion de l'autopsie. Mais au regard de ce qui se disait, on est allé beaucoup plus loin puisque l'examen toxicologique a confirmé que M. Okende était dans un état normal. Puisqu'on s'est posé la question, peut-être ce sont des produits, puisque certains disaient qu'il aurait été drogué, mais l'examen toxicologique n'a rien révélé dans ce sens. Monsieur le procureur général, sur votre instruction, vous avez estimé qu'on devait aller au-delà et savoir pourquoi est-ce qu'un tel acte pouvait être commis. Nous avons procédé aux auditions et également à la perquisition. Les gardes du corps et même la veuve ont confirmé que M. Okende était vraiment stressé, très préoccupé, et que 2 ou 3 jours avant son décès, il faisait parfois des sorties inopinées, lui-même au volant, se monologuant, s'adressant à son garde du corps, demandant pourquoi est-ce qu'il n'était pas aidé. Ce qui confirme qu'il était vraiment très préoccupé. Mais savoir ce qui s'est passé, c'est ce sur quoi nous nous sommes attelés. Et comme vous l'avez dit, lors de la perquisition, cela a été confirmé par l'agenda trouvé, où lui-même, de sa propre main, il a déclaré quelques heures avant son décès, je crois 1 ou 2 jours, puisque c'est daté, qu'il était au bout du rouleau. Malheureusement, les pages qui suivaient ont été arrachées, ce qui ne nous a pas permis de comprendre l'essence de cet écrit, et nous voulions encore aller davantage, et nous sommes en train de le faire. Voilà, monsieur le procureur général, les éléments que nous pouvons, sur votre instruction, mettre à la place publique pour que on puisse se rendre compte que le travail a été fait. Et nous n'avons fait qu'exploiter d'abord les rapports d'expertise, puisque les investigations criminelles reposent sur les expertises. Sans expertise, il est difficile de pouvoir avancer. Donc, nous sommes à votre disposition et nous avons estimé au regard de ces éléments que contre le garde du corps, la procédure devant continuer par rapport aux éléments qui lui sont reprochés, qui ne sont pas directement liés à la mort de Chéribin Okende, peut-être indirectement. Voilà, monsieur le procureur général, ce que je puis dire. Voilà, mesdames et messieurs, tiré à partir de la tempe à bout touchant. Donc, les canons étaient sur la tempe. La deuxième chose que je voulais aussi peut-être se dire, mais de manière un peu plus claire, éclaircir, c'est quoi? L'agenda trouvé dans le véhicule a eu ces mentions « Je suis au bout du rouleau ». Les pages qui ont suivi ont été arrachées. Par qui et pourquoi, et c'était en présence de la veuve, ce sont autant de questions que nous nous sommes posées. Et je vous ai dit, et c'est ça que vous devez retenir, que les enquêtes se poursuivent par rapport au problème dont je tais présentement de vous livrer le secret,
quels sont les problèmes. Ben, j'imagine une personne ne peut pas se donner la mort en dehors d'un problème. Est-ce que ces problèmes ont été commandités? Est-ce qu'il y a des gens, de manière lointaine, ont pu tirer les ficelles qui ont amené à ce que l'intéressé ou la victime puisse se donner la mort? Autant de questions qui restent encore à être éludées pour y trouver la réponse. Le procureur ne l'a peut-être pas dit, le véhicule s'est arrêté là où il s'est arrêté. Les témoignages des personnes qui sont derrière, parce que c'était devant un garage, les témoignages ont révélé qu'ils ont entendu un cri, ou plutôt un coup, et ils sont venus directement pour trouver que le véhicule était stationné, qu'il y avait une personne à l'intérieur, parce qu'ils regardaient partout du devant, les autres vitres étant teintées. Et lorsque nos équipes arrivent, il y avait d'ailleurs de petits bandeaux qu'on appelle chégués, qui ont déjà commencé à arracher, à voler le proviseur, des choses comme ça. Donc là, les témoignages clairs de personnes qui ont été à l'endroit où le véhicule était trouvé est tranchant, que le véhicule s'est arrêté, personne n'en est descendu. Et c'est confirmé par les experts qui ont trouvé le véhicule hermétiquement fermé, et comme le procureur vous l'a dit, impossible d'être dehors, de démarrer, de trouver le moteur et la clé à l'intérieur avec l'immatriculation en place. Cela est pratiquement impossible. Les autres détails, j'espère qu'ils vous ont été livrés de manière assez claire. Maintenant que vous avez franchi le bord du tolérable de la légalité pour entrer dans l'illégalité, ça devient un faux bruit.